j'ai une présentation donc avec un support qui sera donc diffusé à l'issue de la formation complète. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, super. Donc, ce module a été réalisé pour rappeler un petit peu tous les aspects nécessaires à l'élaboration et la création éventuellement d'un site e-commerce. Une bonne partie du module peut s'adapter, on va dire, à tous les sites Internet, quels qu'ils soient, pas forcément e-commerce. Et évidemment, il y a une partie qui est vraiment focus sur l'aspect fiche produit, donc le fait potentiellement d'avoir une possibilité pour les clients de s'enregistrer et de passer des achats en ligne. Les objectifs pédagogiques de cette micro-formation, c'est d'abord d'être en mesure de comprendre le fonctionnement du e-commerce, également d'appréhender les étapes avant la création d'un site web. Avant même de passer en production, il y a un ensemble d'éléments à prendre en considération. Il y a un ensemble de recherches à faire. C'est un petit peu comme une création d'entreprise. On ne va pas créer un site web sans rien, si vous voulez. On ne va pas se dire je vais le créer à vue dans ma tête. J'y mettrai ce qui me vient au fur et à mesure. Non, non. Il va falloir qu'on s'organise. Et le dernier objectif pédagogique, c'est de comprendre l'importance du positionnement sur le web, du référencement naturel et de l'animation digitale. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit que, et ça j'insiste beaucoup aussi vis-à-vis de mes étudiants parce que j'anime en ce moment un cours d'élaboration de site web dans une école et je leur dis bien, ce qui est important, ce n'est pas l'aspect technique du site web, mais le fait d'essayer au maximum de trouver comment bien positionner le site Internet sur la toile. Parce que si on fait un site web qu'il est très beau, qu'il est bien réalisé, mais que personne ne le trouve, ou que voilà, vos clients ne vous trouvent pas par cet intermédiaire-là, ben, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est important de penser positionnement, de penser référencement naturel avant même de créer le site web. Et ensuite, une fois qu'il est créé et qu'il est bien référencé, c'est quelque chose sur lequel il faut régulièrement retravailler parce que justement, bah, les résultats attendus en termes de positionnement ne sont pas toujours ceux qui sont espérés. Et puis, il faut animer le site de manière régulière également, puisque si on y va juste le moment où il y a des achats ou des ventes, eh bien, Google viendra de temps en temps, mais s'il voit qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas d'éléments qui montrent que vous êtes à disposition de vos clients, c'est-à-dire que vous leur proposez de l'expérience utilisateur bonifiée avec des mises à jour, avec des nouveautés, eh bien, Google considérera que votre site, il n'est pas moderne, il n'est pas 3.0 entre guillemets, et donc il va venir de temps en temps, mais ce ne sera pas une priorité. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important d'avoir de l'animation digitale sur les sites web pour avoir un site toujours au mieux de ce qui se fait en fait, soit au niveau des fonctionnalités, soit au niveau des offres. Il y a plein de possibilités qui sont à mettre en place. En introduction, on va refaire un petit tour comment dire, de mise en bouche par rapport à tout ce qui est e-commerce et par rapport à l'évolution des achats sur le web avec des données officielles, soit des données de vente, soit des données de consommation. Et commençons par une dernière enfin, un dernier établissement des dernières années. 2019, c'était 100 milliards d'euros de ventes en France pour le e-commerce. Ça, c'était avant Covid. Forcément, en 2020, la Covid, elle a forcé les entreprises à se développer sur le web parce que pour beaucoup, c'était une question de survie. La problématique de 2021, c'est de se poser la question comment est-ce qu'on peut se lancer en e-commerce et exister, surtout face à des grandes enseignes qui n'ont pas les mêmes moyens que quelqu'un qui va lancer une entreprise en solo. Et il faut savoir qu'entre 2019 et 2021, la progression du CA
au niveau des ventes en ligne, elle a été de plus que 15, entre 15 et 20% facilement. Je crois qu'on a la donnée un petit peu après. Donc, résultat, c'est sûr que de plus en plus d'entreprises ont revu leur modèle d'affaires pour bien vendre en ligne. On dit que d'ici 2040, 95% des achats dans le monde seront effectués en ligne. 2040, c'est dans 20 ans. Hein. Donc, progressivement, on ira vers ça. En 2020, la France, c'est le deuxième marché européen pour l'e-commerce. C'est le 5e au niveau mondial. Et c'est une place de mieux qu'en 2016. On recense en 2020 plus de 190 000 sites marchands avec 25 000 nouveaux sites en 2019, soit une hausse de plus de 15%. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les ventes de e-commerce correspondent seulement à 10% de l'ensemble des ventes de détail. C'est-à-dire que 90% des ventes passent encore en magasin selon les données de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération des e-commerçants et de la vente en ligne. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous engage à y aller de temps en temps parce qu'il donne des informations légales, des informations de consommation et pas mal de conseils aussi sur comment bien essayer de vendre en ligne. Autre donnée de consommation, la génération X, donc les consommateurs nés entre 1966 et 1981, la génération X dépense plus en ligne que n'importe quel autre groupe. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que ce sont les personnes nées après 81 qui dépensent le plus. La réalité, c'est qu'en nombre de transactions peut-être, mais ils dépensent moins que la génération X qui, en proportion de budget, dépense plus. Ce qui paraît logique en fait. Tout simplement, il y a plus de pouvoir d'achat pour les personnes qui sont dans cette génération-là. La moyenne est à 19 transactions annuelles pour la génération X. Ça veut dire plus de une par mois, environ une et demie. Les produits les plus achetés en ligne, vous avez les vêtements, les chaussures, les accessoires, sur tout ce qui est textile, donc on est à 47%. Viennent ensuite les ordinateurs et les appareils électroniques, 32%. Puis les livres, films et musique, les produits de beauté et de santé. Pour 65% des consommateurs français, la livraison gratuite, c'est l'élément le plus déterminant dans l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la plupart des entreprises perdent leurs consommateurs si elles rajoutent les frais d'envoi à la fin, une fois qu'on arrive en bas de panier. Autre élément important dans la phase décisionnaire d'achat des e-commerçants, c'est le poids et l'importance des avis. 91% des consommateurs de la génération 2000 font autant confiance aux avis en ligne qu'aux avis des membres de leur famille ou de leurs amis. D'où l'importance d'avoir des avis sur les fiches produits. Autre donnée de consommation, 57% des consommateurs portent également leur attention sur la sécurité des transactions. Et 47% sur la sécurité des données personnelles. Également le service client, 89% des acheteurs ont arrêté d'acheter en ligne à cause d'un mauvais service client.
Donc, il faut quand même qu'il y ait un suivi à ce niveau-là. Nouvelles données de consommation. Alors, on est vraiment sur la fin 2021. Ce qui était prévu, c'est que les marques pionnières qui refont le design des sites web pour les adapter à la recherche visuelle et vocale, elles augmenteront leur chiffre d'affaires de 30%. Ça veut dire que les sites qui les premiers tenteront de faire des recherches vocales sur leur site web, voire même des recherches visuelles, vont avoir un avantage concurrentiel évident. Après, la plupart des sites classiques le proposent, Google, les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur la barre de recherche, vous pouvez aussi faire des recherches vocales et des éléments, mais aujourd'hui, la plupart des sites marchands ne le font pas. Donc, ceux qui le mettront en place le plus tôt, et à mon avis, on va avoir des technologies qui devraient être accessibles assez rapidement, auront un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Autre donnée de consommation intéressante, 56% des moins de 35 ans utilisent leur mobile pour réaliser des achats, contre 39% des consommateurs en général. Et fait notable assez intéressant, 76% des acheteurs mobiles effectuent quand même leurs achats depuis leur domicile. Alors, la réalité qu'on peut voir, parce que je l'ai observé et je l'ai lu également dans des études de cas, c'est que la génération X, en l'occurrence, donc quand on a plus que 40 ans, on va regarder sur le mobile, dans les sites web, dans les fiches produits, etc. Mais l'acte d'achat se fera plutôt sur l'ordinateur. Il y a vraiment plus les générations plus jeunes que 40 ans qui font leurs achats sur mobile. Il y a vraiment un clivage entre les deux générations X et Y. Autre donnée de consommation. Aujourd'hui, la recherche organique, c'est la principale source de trafic des sites e-commerce. 40% des sites e-commerce, pardon, 40% du trafic sur les sites Internet arrive depuis la recherche organique. Donc, le fait de chercher quelque chose sur Google ou un autre moteur de recherche. Ensuite, c'est le trafic référent. Le trafic référent, c'est le fait d'avoir un lien qui est placé soit sur un autre site, soit dans des favoris, soit sur les réseaux sociaux. Et enfin, c'est le trafic payant. Donc, le fait de financer une régie publicitaire, qu'elle soit Google ou Facebook, Instagram et autres régies publicitaires des réseaux sociaux. D'où le fait, au niveau analyse et conclusion, d'où le fait important de travailler le référencement naturel. Autre information, 78% des acheteurs en ligne veulent plus d'images sur les sites e-commerce. Et 30% des acheteurs veulent plus de vidéos. Alors ça, c'est quelque chose qui est cruellement manquant pour les sites français. Je prends souvent des exemples de sites, notamment dans d'autres pays anglophones, où il y a de la vidéo, il y a des animations, il y a des gifs, et tout de suite, c'est plus attrayant. La plupart des sites marchands français, en tout cas qui ne soient pas des gros sites, n'offrent pas beaucoup de contenu vidéo. Pas assez à mon goût.
30% des acheteurs en ligne disent qu'ils pourraient effectuer une commande à partir d'un réseau social tel que Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter ou Snapchat. C'est d'ailleurs une des avenues qui a vraiment été prise par les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, qui ont activé les fonctionnalités boutique. Depuis un an, il y a la possibilité d'afficher les fiches produits de son site internet sur les fonctionnalités boutique de Facebook et d'Instagram. Même chose sur Pinterest et ça va arriver très vite aussi sur Twitter. Autre donnée intéressante, ce sont les utilisateurs d'Instagram qui passent le plus de temps sur les sites e-commerce, avec une durée de session moyenne de 192 secondes, soit le double de Facebook et le triple de Pinterest. Autre donnée de consommation, 50% des e-commerce investissent 1000 $ ou moins dans les campagnes de publicité payantes. « 51% des achats en ligne ont pour source une marketplace. Une marketplace, c'est bon pour vous? Vous arrivez à identifier ce que c'est, Daniel? Alors, une marketplace, vous en avez sur Google, notamment via Google Shopping. Vous en avez sur Facebook, puisqu'on peut faire donc ces achats aussi sur les marketplaces de Facebook. Et vous avez aussi les marketplaces thématiques ou Amazon qui peuvent être considérés comme une marketplace. Vous voyez, c'est le regroupement de fournisseurs de produits sur une plateforme en quelque sorte, qui n'est pas la plateforme au nom de l'entreprise. D'accord, ok, merci. Donc 51% des achats en ligne via une marketplace, 21% depuis un retailer, donc une boutique qui va dire acheter aussi en ligne, et 20% sur le site ou l'application de la marque elle-même. En fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on trouve un produit qui nous intéresse sur le site d'une marque, les personnes essaient de trouver le même produit sur d'autres plateformes. Vous voyez, ils essaient de regarder s'il n'y a pas le même produit à un prix différent. Et très souvent, que ce soit sur Amazon, mais même sur Google, on arrive à trouver des produits, des prix très différents pour un produit quasi identique. Donc voilà pour notre introduction. Au sommaire de cette formation, d'abord, ça va être comment est-ce qu'on peut établir une stratégie e-commerce sur le web. Ensuite, la deuxième partie, ça sera concrètement comment est-ce qu'on peut créer un site e-commerce. Troisième élément, ça sera l'importance des fiches produits. Puis, pourquoi il faut lancer et alimenter une section blog. On verra également qu'il est indispensable de prévoir un plan de commercialisation digitale. Et je terminerai avec quelques exemples intéressants qui sont en lien avec l'actualité, c'est-à-dire des éléments que j'ai pu observer dans les derniers mois qui me paraissaient vraiment se démarquer. Voilà pour le sommaire. Alors tout d'abord, au moment d'établir une stratégie e-commerce, ce qui va être important, bon évidemment il faut avoir terminé le montage de son entreprise de manière générale, il faut avoir établi son étude de faisabilité au complet, mais à l'intérieur de ça, il faut dans un premier temps aller effectuer une veille concurrentielle sur le web. Cette veille concurrentielle, elle est indispensable afin de regarder les forces en présence. Et très honnêtement, souvent les gens le font un petit peu, ils regardent un peu sur Google, ils regardent sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, ça n'est pas… Enfin, pour l'instant.
À ce stade, c'est juste, on va dire, de l'observation. Ils observent les prix, ils observent un petit peu les produits, mais ils ne vont pas concrètement dans le détail de voir sur quels mots-clés les concurrents se positionnent, qui est devant qui. Tout ça, ce sont des éléments qu'on peut aujourd'hui trouver. Mais effectivement, la première donnée à faire, c'est quand même Google. Vous tapez quelques mots-clés qui sont en lien avec votre activité et vous voyez qui ressort en première page, quels sont les sites qui vous paraissent bien écrits, bien faits. Est-ce que ces sites-là ont des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils les alimentent? À quelle fréquence? Avec quelle ligne éditoriale? Tous ces éléments-là font partie d'une veille concurrentielle qui est à faire au moment de l'établissement de la stratégie e-commerce, mais également de manière régulière. L'étape un peu technique, ça va être d'aller chercher chez ses concurrents techniquement comment est-ce qu'ils se positionnent sur le web. Donc, ça reste de la veille concurrentielle, mais ça va plus loin que juste aller voir les données, les produits ou les prix. À ce titre-là, moi personnellement, j'utilise 3 outils. Les 2 premiers sont des freemium, donc on va pouvoir aller faire des recherches. Et le 3e, c'est un plugin. SEMrush, c'est le freemium le plus connu, je pense. En plus, il diffuse beaucoup, il communique beaucoup sur les réseaux. Ubersuggest, c'est un autre freemium. Et le 3e, c'est le plugin. Alors, freemium, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est proposé en ligne avec plusieurs recherches qui sont acceptées gratuites par jour. Mais au bout de 3, je crois, ça bloque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de recherche. Donc là, pour bien vous donner un ordre d'idée, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut utiliser un freemium. Et vous pourrez en faire de même après pour votre activité. Donc, par exemple, je vais me placer à la place d'une personne qui veut vendre des chaussures. Tiens, je vais prendre un exemple concret de quelqu'un que j'ai accompagné qui vend des chaussures sur Blagnac et que je me mets à la place d'un client potentiel de cette personne-là qui vend des chaussures pour enfants à Blagnac. Vous voyez, en général, ça peut, l'avantage, c'est que c'est mon client qui sort en premier, mais ce n'est pas ça que je voulais forcément. Bon, c'est son Facebook qui sort en premier, et après, c'est son site vitrine. Mais il y a peut-être d'autres magasins. Alors voilà, votre magasin Obaiki, Obaidi à Blagnac. On va regarder si c'est un de ses concurrents. Oui, c'est un de ses concurrents. Ceci dit, est-ce qu'ils ont un site de vente en ligne ou pas? Visiblement, c'est peut-être un site générique, ça. C'est peut-être un site de la marque au complet. Oh, c'est pas grave, au pire, on va le faire comme ça. Et ils ne vendent pas que des chaussures, je pense. Ça, si... Non, c'est ça. Ils vendent d'autres éléments. Alors, oui, il y a 350 magasins en France. Mais c'est pas grave, on va quand même prendre cet exemple-là. Parce que, quoi qu'il arrive, même si c'est une franchise qui est présente dans toute la France, c'est quand même une concurrence pour mon client, qui n'a pas encore lancé de site internet marchand. Pour l'instant, il a juste un site vitrine. Donc, je prends l'URL de Okaidi. Alors, est-ce que Okaidi fait de la vente en ligne? On va regarder. Oui, vous voyez, enfin, je pense que oui. Là, on va regarder quand même, mais voilà. Il y a une fiche produit, on voit bien un ajouté au panier, donc logiquement, on a la possibilité d'acheter en ligne.
Je reviens en arrière, je prends l'URL et je vais aller sur un de mes freemiums dont je parlais tout à l'heure. Prendre du Ubersuggest parce que moi, je préfère Ubersuggest. Je ne paye pas encore pour le service, mais je pense que je vais la prendre la cotisation bientôt parce que c'est quand même un outil qui est très pertinent. Et vous voyez, ici, vous avez une barre de recherche dans laquelle on va pouvoir mettre le site Internet qu'on veut scanner. Vous voyez, je le mets, j'écris le lieu et la langue et je fais Submit. Donc là, ça scanne le site au complet et ça va me dire des données techniques qui sont intéressantes par rapport à ce site web. Alors, il y a une nouveauté, c'est que vous avez une interprétation là en vert qui est ajoutée qui permet de donner aux personnes une idée si le site a été travaillé au niveau du référencement naturel ou pas. Tout d'abord, Ubersuggest nous dit qu'il y a 173 635 mots qui sont référencés. On est d'accord que c'est énorme. Ça veut dire que le site a sans doute non seulement un nombre d'années conséquentes d'existence, et aussi qu'ils ont tout un service qui est dédié au référencement naturel. Que mensuellement, le trafic qui vient depuis les moteurs de recherche sur le site Internet est de 256 768. Il juge cet élément comme exceptionnel. Évidemment, c'est un très haut score. Autre élément, le rang de domaine. Donc, l'autorité du rang de domaine, c'est une note que Google donne sur 100 à tous les sites Internet. Et 52, c'est un très, très haut score. Moi, si mon client me dit « Je veux, moi, Takoa, créer un site de vente en ligne », quel objectif je peux me donner sur un rang de domaine au bout d'un an? Moi, je lui dis, s'il atteint déjà 8 ou 10 sur 100, c'est déjà super. Parce que c'est ainsi, là, à 52, ils s'y sont mis, soit c'est une agence qui a travaillé ces éléments-là, mais je connais très peu de sites qui dépassent les 20 en score d'autorité. Donc là, on est sur une PME ou en tout cas un groupe qui a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Et les backlinks, je vous expliquerai après. Alors, ce que je vais faire, parce que ce qui va être intéressant, c'est de comparer des choses comparables. Je vais aller prendre, pour comparer des choses, je vais aller prendre l'URL du site de mon client pour l'instant. Même s'il n'est pas commerçant, ça serait quand même intéressant d'avoir une idée de ce que Takoa a comme résultat, vous voyez. Donc, je reprends l'URL, je vais le mettre dans la barre de recherche et je vais pouvoir comparer les deux. Vous voyez, les données sont quand même bien plus faibles. On a 330 mots organiques détectés sur le site, 772 viennent sur le site de manière organique dans les clients, et un rang d'autorité à 20, ce qui est déjà très bien, un rang d'autorité à 20. Très honnêtement, je ne pense pas avoir beaucoup de clients qui obtiennent ce score-là d'autorité. Mais si je le compare avec Okaidi, ça n'a rien à voir. Donc, pour toute entreprise qui souhaite mettre en place un site de e-commerce, c'est intéressant d'aller regarder ces données de trafic. Ici, vous avez le nombre de backlinks. Un backlink, c'est un lien de renvoi depuis un autre site vers le vôtre. Donc, en l'occurrence, c'est un lien qui pointe vers Takoa. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a quelqu'un sur un site internet qui s'est dit « Tiens, je vais mettre un lien vers le site de Takoa parce que je le trouve intéressant » et qu'il engage les personnes à découvrir ce site web. Donc ici, vous voyez, on en a 159, ce qui n'est pas beaucoup.
Au KID, on a presque 1 million. Je vais descendre un petit peu, parce que là, pour l'instant, c'est juste des données chiffrées, donc ça peut vous paraître, en plus, c'est deux éléments qui sont vraiment très, très loin les uns des autres, mais je peux aller plus loin que juste ces informations-là. D'abord, je peux avoir accès aux pages qui rankent le mieux dans Google. Donc, vous voyez, j'ai une sorte de top 10 des pages qui s'affichent le mieux, ou en tout cas qui ont le plus de visiteurs en référencement organique. Je peux cliquer ici sur le bouton, mais plus je vais cliquer sur Ubersuggest et moins je vais pouvoir faire de recherche. Donc, je ne vais peut-être pas cliquer sur tous les liens, sinon, au bout d'un moment, on va bloquer, vu que c'est un freemium. Et donc, vous voyez, on a quand même accès à toutes les données, à toutes les pages qui sont populaires sur les sites web. Et en dessous, on a accès à tous les mots-clés sur lesquels le site rank. Ranker, ça veut dire se positionner sur Google. Jérémy, tu es en train de faire le même exercice pour ton site? Je n'entends pas, il n'y a pas de son. On ne t'entend pas du tout, tu n'as pas activé ton son. Là, ça marche, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, je l'avais fait déjà quand tu m'avais montré Ubersuggest et c'est moche quand on en avait parlé. C'est pas du tout les bons termes, mais bon. Oui, mais ça, c'est souvent, hein. Enfin, le problème, c'est que avant de bien ranker sur les bons termes, ça demande un gros boulot après de travail, justement, de référencement. Vous voyez, sur Tacoa, ici, là, je viens de le faire. Donc déjà, bon, les volumes ne sont pas du tout les mêmes, mais c'est normal, hein. Mais par contre, je me rends compte que la plupart des recherches sont avec le mot-clé de l'entreprise. Mm. Ça veut dire que les gens qui écrivent juste chaussures pour enfants, ils n'arriveront pas sur Tacoa. Ouais, moi, c'était pareil. Il y avait toujours le nom avant ouais, ou la couleur, par exemple, de la gourde. C'est Et il y ça. avait mis, juste gourde. Ouais. Donc après, bon, il y en a peut-être un peu, hein, mais il y en a pas assez au regard de, évidemment, tous les mots-clés sur lesquels on souhaiterait ranker. Alors, ce qui est intéressant au niveau des mots-clés, c'est qu'ici, vous avez une colonne avec le volume. Le volume, ça veut dire le nombre de recherches qui se placent de manière mensuelle sur ces mots-clés-là. Vous avez la position. La position, ça veut dire combien se situe l'entreprise sur Google. Donc, imaginez que moi, j'écrive boutique bébé sur Google. Tacoa va ressortir 82e. Il se positionne déjà mieux, par exemple, sur le mot-clé magasin chaussures Lyon. Et encore, 52e, c'est quand même assez loin. Et la réalité, c'est que comme on est loin, on n'est pas du tout en première page. Là, sur une page, vous avez 20 occurrences, hein. Donc là, ils sont en 3e page. Eh bien, forcément, il n'y a pas de visite qui arrive sur le site web. Alors que si je vais dans Hokkaido, c'est certain que vu qu'ils se positionnent ici en position 1, 2 ou 3, on a des visites sur chaque mot-clé. Un autre élément qui est super intéressant, c'est de regarder ici la difficulté de SEO. Ubersuggest vous dit également quels sont les mots-clés qui sont les plus difficiles sur lesquels ranker, sur lesquels se positionner. Donc, par exemple, ça sera beaucoup plus difficile de se positionner sur magasin de chaussures Lyon que sur magasin chaussures bébé. Ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que finalement, c'est assez générique, le chaussure bébé. Mais chaussures Lyon, peut-être qu'il y a des gens qui payent des Google Ads. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont bien écrit leur site Internet avec la localité de Lyon précisée autour des mots-clés.
Donc, cet outil, et SEMrush est un peu similaire, cet outil d'Ubersuggest peut vous permettre d'analyser un petit peu les forces en présence dans votre domaine d'activité. Je termine juste sur cet outil-là. Ce qui est très important ici, c'est de regarder les backlinks. Donc, les sites web qui les référencent. Et là, je clique dessus et j'ai accès. Alors, ça mouline un peu. Des fois, on est obligé de relancer. Mais j'ai accès à, normalement, les sites qui les référencent. On va le relancer une deuxième fois. Voilà. Vous voyez, si je veux, je peux voir tous les sites Internet qui pointent vers le site de Takoa. Et même chose pour Okaidi, hein, je pourrais faire la recherche. Vous voyez, j'ai le titre, l'URL de la page et la page cible. Bon, en l'occurrence, là, on voit qu'il y a petitpaumé.com, parce que c'est. Ville de Saint-Orens, un annuaire. Domaine TNT code, page mode. Donc, on a tous les liens, enfin les liens, les sites Internet. On a les scores d'autorité de ces sites Internet. Dis donc, il y a un annuaire avec 37 en niveau d'autorité. C'est top, ça. Je vais m'inscrire à Saint-Orens, moi. La page d'autorité, l'ancrage du texte et les moments où ils ont été détectés aussi sur la toile. Ça va, Daniel? Juste, je me demandais, c'est quoi déjà donc du coup le domaine d'autorité et la page Alors, domain authority et page authority? le domaine d'autorité, c'est le score que donne Google Ah oui, au site Internet de manière globale. oui, Et donc, plus c'est un score sur 100, hein. Plus on oui, a un score qui est élevé et plus on va avoir une autorité selon Google. La oui, page, oui. bah, c'est la page seule, si vous voulez. C'est pas juste, c'est pas tout le site. D'accord, oui, oui, merci. Et, et l'autre, l'ancrage là, c'est… L'ancrage, c'est le nom Ah oui, qui est précisé pour arriver sur Takoa. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur le site Internet ce que les gens ont écrit pour pointer vers le site. d'accord. Ils ne sont pas bons du tout, les ancrages, en l'occurrence. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas… voir le site, c'est pas bon, enfin, c'est pas terrible. Google n'aime pas spécialement les encres à voir le site. Il n'aime pas les encres avec un www. Je préfère à la rigueur là-haut, quand même, juste Takoa tout seul, ou le mieux, ça serait chaussures pour enfants en Oui, ancrage. Tiens, voilà, magasin de chaussures, ça, c'est déjà mieux en ancrage. Parce que l'encre ou l'ancrage, c'est un élément très important pour Google. Ça permet de bien identifier de quoi traite le lien. Donc, vous saisissez l'importance et l'intérêt d'établir ce travail. Ça vous permettra de vous donner des objectifs et de savoir qui est vraiment un concurrent sérieux. Et alors, évidemment, il faut essayer de se placer sur des concurrents raisonnables. Moi, je ne vais pas dire à mon client, prenez Okaidi comme concurrent. Oui, c'est une concurrence, mais à l'heure actuelle, si on compare avec un site qui a autant de trafic et autant d'éléments, je veux dire, ça peut être démoralisant de se dire, j'arriverai pas aussi haut. Enfin, à moins d'y mettre un énorme budget, une agence qui va bosser à temps plein là-dessus pendant 1 an. Il faut essayer aussi d'avoir des objectifs qui sont, voilà, qui sont cohérents et qui sont honnêtes. D'ailleurs, pour bien des professionnels du secteur, faire cette analyse-là, c'est établir un e-business plan au complet. Puisque les clients ne sont pas les mêmes qu'en présentiel,
Le poids de la concurrence n'est pas non plus le même, ni les prescripteurs. Donc, parfois, il faut refaire un petit peu les mêmes analyses que ce qu'on avait fait sur le marché, mais cette fois-ci sur le web. Vous voyez, là, j'avais pris un exemple sur cette fois-ci SEMrush, mais c'est fait à peu près de la même manière, en fait. Vous avez des audits de sites qui sont faisables aussi. Au moment où vous voyez justement les concurrents, vous pouvez également vous positionner par rapport à eux, choisir un positionnement, ou en tout cas essayer de tirer vers ce positionnement-là. Les produits, la charte graphique, la future ligne éditoriale et l'approche globale vont donc permettre aux futurs clients de cerner la marque. Ça s'appelle un mapping en marketing. De placer des concurrents sur visuellement un graphique ou un élément comme ça de mapping. On appelle ça un mapping de la concurrence. Très important, pour ce positionnement-là, il va falloir incarner une identité. L'identité de l'entreprise, ce sont les valeurs, l'histoire, la promesse qu'on donne aux personnes qui potentiellement viennent sur le site, la ligne éditoriale, le ton rédactionnel, tous les éléments peuvent être considérés comme l'identité. L'identité, c'est à la fois ce qu'on projette et c'est comment les personnes l'interprètent. Alors là, la dernière fois, quand j'ai parlé de ça, les personnes m'ont dit « on ne comprend pas trop à quoi ça correspond, ça reste une entreprise ». Ben oui, mais même si ça reste une entreprise, chaque entreprise a une identité. Si je vous montre ce site internet-là, vous comprenez que le créateur a choisi de lui-même de véhiculer une image, une identité à son entreprise. Sur une thématique d'ailleurs. Quelle est-elle cette thématique? Comment vous la visualisez? Vous arrivez à retrouver la thématique d'inspiration? Ouais, c'est les anciens, comment on appelle ça déjà? Ceux qui soignaient à l'époque aux États-Unis, là, les médecins itinérants, un peu avec des produits miracles, là, qui proposaient des produits miracles un petit peu. Oui, bah, on pourrait dire même une thématique sur l'identité du western, en fait, aussi. Oui. Et grâce à cet univers créé par l'entreprise, les personnes qui arrivent sur le site vont plus facilement retenir le produit ou la marque qu'elles achètent. Là, le créateur a vraiment bien réfléchi toute l'identité de son entreprise. D'ailleurs, si vous regardez, il s'est même donné une fonctionnalité, vu qu'il s'appelle Jérémy Pulou. Il est officiellement docteur puisqu'il a un doctorat, mais il n'est pas docteur médecin. Hein. Et donc, il a créé l'imaginaire en disant « Le docteur Pulou est un personnage énigmatique et l'énigme qui l'entoure n'a d'égal que son immense talent. Phénoménal, époustouflant, magnifique, éblouissant, prodigieux, exceptionnel, merveilleux. » Il a mis tout un ensemble d'adjectifs.
Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette éminence scientifique et l'immensité de ses extraordinaires aptitudes brassicoles. On crée un univers, on essaye visuellement et au niveau de la façon dont on s'adresse à son client, de laisser une marque. Ça lui permet de parler très positivement de lui-même sans dire, ça fait moins prétentieux que de dire, moi, je suis le meilleur, moi, je. Voilà, il C'est, y a un ton humoristique, bien sûr, qui permet voilà. de Et jouer du coup, là-dessus. oui. Moi, si vous regardez, même chose, ma page Facebook, alors les gens ne le voient pas forcément, mais c'est travaillé de la même manière. Ici, j'ai un avatar, j'ai la représentation graphique de qui je suis, avec un druide qui fait de la potion magique. Et qui suis-je alors? Je suis un druide qui distribue de la potion magique. Mon slogan, c'est quoi? À moins que vous ne soyez tombé dedans étant petit. L'idée, c'est qu'en étant formateur, eh bien, je suis en quelque sorte un druide qui distribue de la potion magique. Vous voyez, j'essaye d'incarner une identité et une identité forte pour me démarquer d'un ensemble de forces en présence déjà, déjà là, quoi. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'à partir du moment où on a une identité forte et où on a un marketing soutenu, après, quand on rencontre des gens, des fois dans la vraie vie, ils vous connaissent avant même de vous avoir rencontré. C'est arrivé lundi, j'étais dans une rencontre de réseautage et il y a 2 personnes qui m'ont vu en me disant enfin, c'est intéressant de pouvoir enfin se rencontrer. Je ne savais même pas qui c'était. Donc, l'avantage de ça, c'est de pouvoir laisser une empreinte. Dans l'incarnation de l'identité, vous allez pouvoir vous comparer vis-à-vis de la concurrence. Comparer des fiches produits, comparer le contenu d'un site, le contenu qui également est partagé sur les réseaux sociaux, ainsi que celui qui est positionné sur Google. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de faire une veille marché plusieurs fois par mois. Essayez de vous tenir au courant de ce que font les concurrents. Tout évolue très vite aujourd'hui, hein. Donc, il faut pour cela se poser la question, est-ce que je suis toujours dans le coup? Est-ce que j'avance correctement? Est-ce que j'ai une longueur d'avance ou est-ce que j'ai une longueur de retard? Puis viendra le moment de choisir une plateforme e-commerce adaptée. Première question, c'est de se dire, est-ce que je souhaite vendre sur une marketplace, par exemple? Est-ce que j'ai besoin d'un site internet ou est-ce que je peux juste vendre via diverses marketplaces, Amazon, Facebook et compagnie? Peut-être que je n'ai pas besoin de site internet. Alors honnêtement, c'est l'objet de mon article de cette année. Si vous ne faites pas de site internet, ça sera beaucoup plus difficile d'incarner une identité, d'avoir des outils de branding adaptés et de rester dans la tête des gens. Les personnes, les entreprises qui vendent sur ces discounts ou des trucs comme ça, les gens qui achètent ne savent pas quel est le nom de l'entreprise. Moi, j'ai acheté un lit et d'autres trucs sur ces discounts, j'ai aucune idée qui est le fournisseur. Donc, la marketplace, ça peut être bien pour tester un peu, mais ça ne crée pas l'identité et l'adhésion du client vers cette identité. Derrière ça, il y a deux différents types de plateformes au niveau du e-commerce. Il y a soit le fait de choisir
des solutions clés en main ou des solutions, ce qu'on appelle open source. Solutions open source étant des logiciels pré-installés, on va dire, qui permettent de gérer leur site Internet. Les solutions clés en main, ce ne sont pas des logiciels, c'est une interface web où tout est déjà paramétré. Tandis que sur les solutions open source, ce sont des logiciels en ligne. C'est un petit peu différent. La réalité, c'est que les solutions open source, il y en a 3 qui sont très utilisées aujourd'hui d'une manière générale. Vous avez WooCommerce par WordPress, vous avez PrestaShop et vous avez Magento. À l'heure actuelle, Magento, c'est vraiment pour les grosses boîtes. En général, moi, je ne connais pas grand monde qui est passé par Magento. C'est vraiment quand on a énormément de lignes de produits. Par contre, PrestaShop était assez diffusé jusqu'à il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, PrestaShop a quand même une image un peu moins in, on va dire, que les autres sites. Sinon, donc WooCommerce par WordPress, c'est ce qui est l'une des solutions les plus utilisées. Les open source, c'est ce qu'il y a de moins cher, mais c'est ce qu'il y a de plus complexe. Si vous avez peur que ce soit trop complexe, un open source, alors les solutions clés en main sont peut-être plus adaptées pour vous. Et dans les solutions clés en main, vous avez le plus populaire, c'est Shopify. Et vous avez également Dropeasy. Vous en avez d'autres, mais le plus connu après Shopify, c'est Dropeasy, qui sont donc des sites Internet déjà pré-paramétrés, avec déjà des thèmes proposés. Et c'est ce qu'il y a de plus simple dans l'administration d'un site Internet. Par contre, c'est forcément plus cher qu'un WordPress par WooCommerce. J'ai une petite question là, du coup. Est-ce qu'on crée son site Internet, par exemple, par WordPress et ensuite on y adapte un élément e-commerce, ou est-ce qu'on choisit quelque chose en e-commerce, même si au début, peut-être on ne l'active pas? Non, justement, sur WordPress, en fait, WooCommerce, c'est une addition, c'est un plugin, c'est une extension qu'on ajoute au site WordPress. Donc, on pourrait avoir un site WordPress pendant 3 ans classique sans fonctionnalité de e-boutique et se dire, j'active WooCommerce uniquement à partir du moment où je souhaite faire de la vente en ligne. D'accord, merci. Et donc, ou alors, on peut faire l'inverse aussi, prendre un site qui a déjà l'activation WooCommerce, mais ne pas l'activer dès le départ et de se dire, je l'activerai plus tard. Mais on paye inutilement. Voilà, c'est vraiment un module complémentaire, on va dire. D'accord, ok, merci. Donc, ça n'est pas perdu si maintenant je prépare un site et que uniquement plus tard, si jamais je le fais, exactement. Ça sera d'accord. C'est tout à fait ça. Alors que pour PrestaShop et Magento, ce n'est pas le cas. Pour PrestaShop et Magento, ce sont des sites complètement e-commerce. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens de les prendre si vous n'avez pas de vente au départ. D'accord. Même chose pour Shopify et Dropeasy d'ailleurs. Oui, non, là, du coup, parce que moi, mon idée, ça serait maintenant d'avoir quelque chose, je dirais, assez simple, juste la présentation où je peux moi-même emmener les gens quand je veux montrer ce que je fais. Mais peut-être, c'est possible que plus tard, j'y ajoute des éléments pour certaines petites fonctions, des petites corrections, enfin des choses où les gens pourraient acheter quelque chose. Voilà. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on a, comment dire, on a mis en place un petit peu aussi avec les étudiants que j'ai à l'heure actuelle. Certains ont pris des thèmes qui venaient avec le plugin WooCommerce et je leur ai dit, est-ce que c'est nécessaire de l'activer à l'heure actuelle pour votre projet? Non, donc désactivez-le. C'est pas toujours une obligation de le prendre ou de pas. Voilà, c'est un module complémentaire. D'accord. Et donc, vous payez un supplément, du coup, à partir du moment où vous l'activez, je suppose. Tout à fait. D'accord. Exactement. Merci. Aujourd'hui, dans la répartition, il y a 60% des sites de e-commerce qui sont des WordPress. 6%, ça doit être du Drupal, ça, et 1% du PrestaShop, et 28% sont des autres. Sont d'autres types de technologies, dont Shopify, Dropeasy et compagnie.
très important quand on va souhaiter créer un site Internet, un site e-commerce, vous allez pouvoir choisir un thème en ligne. Et vous avez des thèmes gratuits ou des thèmes payants. Moi, je suis plutôt partisan des thèmes payants. Ils sont en général beaucoup plus propres et beaucoup plus travaillés que des thèmes gratuits qui sont, selon moi, un peu trop simples. Un peu trop, on voit que ce sont des thèmes gratuits et ça peut être compliqué d'en faire quelque chose de beau par rapport à la concurrence. Mais sachez-le, aujourd'hui, c'est donc quand même indispensable, non pas de créer un site à partir de rien, mais de prendre un thème. Alors, le terme en anglais, c'est template, c'est-à-dire un modèle. Donc, on en arrive à la partie 2. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on va bien réaliser son site Internet? Comment est-ce qu'on va bien le créer? D'abord, il faut rappeler que l'étude de marché vous a permis de déterminer des concurrents et des cibles de clients. Les cibles de clients au niveau du digital, ça s'appelle des personas. Et les personas, je vous en ai mis 2 exemples en dessous. Vous le voyez, ce sont donc comme des fiches avec des portraits robots de nos clients potentiels. Ce qui est intéressant avec les personas, c'est qu'on va pouvoir préciser dans ces fiches un petit peu quelles sont les recherches établies par nos clients potentiels, quels sont les contenus qu'ils s'attendent à trouver en ligne, quelles sont les requêtes qu'elles établissent sur Internet, sur les moteurs de recherche, comment on peut les toucher. Vous voyez, c'est écrit touch point, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour eux. Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est le web? Est-ce que c'est divers bouche à oreille, emailing? Vous voyez, on peut essayer d'identifier quel est le meilleur moyen de les toucher. Et dépendamment d'une personne à une autre, ça va être différent. Dans le persona, on va également marquer les liens avec les autres marques. Est-ce que tu peux peut-être agrandir un peu, s'il vous plaît, parce que c'est très petit, en tout cas chez moi. Il semble que… Ouais, on va essayer de voir ce que ça donne comme ça. Voilà. Ok, c'est mieux, merci. Excuse-moi, Cyril, je reviens dans une seconde. Oui. Dans les personas, on va aussi préciser quelle est leur empreinte sociale, quels sont les réseaux qui leur plaisent. Le maximum d'informations on va connaître sur notre client et le plus, on pourra donc savoir comment communiquer vis-à-vis de lui. Ça, c'est l'exemple pour Audrey. Je vous montre l'exemple pour Clark Andrews, mais elle est un peu similaire. Il manque quand même, dans ces éléments-là, il manque quand même des éléments importants qui sont de savoir quel type de requête ils vont faire sur Google, quels mots-clés peuvent être intéressants, sur quel réseau social il passe le plus de temps, à quoi est-ce quel est son critère d'achat, qu'est-ce qui va le décider ou pas à faire un achat en ligne, qu'est-ce qui est important. Bon, après, il y a plein d'exemples de personas. Il faut vous dire que plus vous allez réussir à préciser votre client type,
votre portrait robot, et plus facile ce sera pour vous de savoir comment communiquer vis-à-vis de lui. Petits aspects techniques. Si vous prenez un site open source, d'abord, il va falloir trouver un hébergement. Un hébergement, c'est quoi? C'est un service qui permet de stocker toutes les datas, les données de votre site web. Comment est-ce qu'on va essayer de sélectionner un hébergement? Eh bien, il y a plusieurs critères de sélection. Tout d'abord, l'accessibilité du service, les vitesses de chargement des pages, les logiciels, l'espace proposé, ainsi que diverses extensions vers des serveurs dédiés. Faites très attention sur l'hébergement parce que si vous prenez le moins cher, vous risquez aussi de prendre celui qui donne le moins bon rapport qualité-prix. Je pense notamment, même si je pense qu'on n'a pas trop le droit de le dire, mais que un certain prestataire qui a vu une partie de ces lieux de stockage partir en fumée il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est peut-être l'un des moins chers du marché, mais il ne fournit pas une bonne accessibilité de service, une bonne vitesse de chargement de page. Donc attention à ce niveau-là. Ensuite, il vous faudra choisir un nom de domaine et enregistrer un nom de domaine. Il doit y avoir un choix stratégique sur le nom, même si voilà, faut que ça ait un lien avec votre nom d'entreprise, c'est sûr. Peut-être que ça peut valoir le coup de réfléchir sur la disponibilité des noms de domaine ainsi que de ces extensions. Faites attention de ne pas mettre forcément de mots-clés dans le nom de domaine. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, alors j'ai rajouté tel mot-clé et tel mot-clé dans le nom de domaine, comme ça je suis sûr que ça va bien ranker. » Alors, la réalité, ça c'était il y a 15 ans. Le fait de mettre des mots-clés dans le nom de domaine pouvait vous aider à être mieux identifié par Google. Aujourd'hui, non seulement Google est plus intelligent que ça et qu'il va quand même bien analyser votre site au complet pour savoir ce que vous vendez et qu'il n'y a plus forcément besoin de mettre de mots-clés dans l'URL. Et l'autre problème qui va se poser, si jamais vous mettez des mots-clés et que ce soit différent de votre nom d'entreprise, eh bien, c'est que ça va être difficile ou compliqué pour vos clients de l'écrire quand ils voudront y aller directement. Donc, il vaut mieux quand même essayer de choisir un nom de domaine qui soit relié à votre nom d'entreprise et qui soit facile à écrire et rapide à joindre, quoi. Ça va? Petit focus justement sur le nom de domaine, qu'est-ce qu'il faut savoir et comment ça peut avoir un impact. D'abord, un nom de domaine, ce n'est pas gratuit, hein. Il faut l'acheter auprès d'un opérateur spécialisé, ça s'appelle un registrar. La plupart du temps, les personnes qui fournissent un service d'hébergement proposent également le service de registrar. Ces noms, ils ne sont pas achetés à vie, vous allez les louer pendant une période donnée. Faites très attention, à la fin de la période, vous allez recevoir un email qui vous dit « Voulez-vous continuer à payer le nom de domaine ?» Si vous passez ce temps-là et que vous ne répondez pas, vous perdez le nom de domaine.
Ça arrive régulièrement. J'ai des personnes qui ne regardent pas leur mail, qui ne se soucient pas de ça et d'un seul coup qui me disent j'ai perdu tout mon site internet. Il était avant sur le nom de domaine X, je n'ai pas renouvelé et j'ai tout perdu. En plus, souvent, ils n'ont pas fait d'enregistrement de sauvegarde, donc on repart à zéro. Pensez à renouveler vos noms de domaine de manière régulière. Si vous utilisez l'hébergeur, qui donc est registrar, c'est lui-même le registrar qui va ensuite se charger d'inscrire ce nom de domaine sur les serveurs DNS. Et donc, en l'occurrence, en France, c'est la FNIC. Il va faire pointer, si vous voulez, les pages aux bons endroits. Vous pouvez expliquer ça, s'il vous plaît? Je ne connais pas ça, la FNIC. C'est l'organisme qui gère, si vous voulez, l'entièreté des serveurs DNS en France. Donc, c'est-à-dire le lieu, si vous voulez, où se fait le lien entre les lieux de stockage et les pointages vers le nom de domaine, si vous voulez. D'accord. Et donc, tout ça est centralisé, c'est ça? Il y a un fichier central, mais du coup, c'est un fichier par pays ou bien c'est… C'est une institution par pays, effectivement, qui gère effectivement ces endroits-là. Donc, en France, c'est ça, c'est la FNIC. Ailleurs, dans le monde, vous aurez d'autres organismes qui peuvent inscrire les noms de domaine et faire pointer les données qui sont enregistrées vers le bon URL. Le nom de domaine, c'est ce qui devient l'URL principal, en fait. L'URL, vous savez, le www. Etc. Oui. Et donc, pour bien identifier que les données sont les bonnes données qui sont affichées sur l'URL, il faut qu'il y ait un pointage, si vous voulez, de ces données-là vers l'URL en question, vers le nom de domaine de l'URL. Et c'est l'AFNIC qui en est garant, si vous voulez, de la bonne tenue en France. Ah, d'accord, ok. Donc, concrètement, je choisis un nom, j'achète un nom de domaine, je choisis un hébergeur, le même ou différent, voilà. C'est ça? Et puis, et alors je contacte… vous n'avez même pas besoin de contacter. En fait, quand vous allez faire votre lien avec l'hébergeur, il va vous dire nous faisons ce travail pour vous, en fait. D'accord. Vous pourriez le faire, vous, individuellement, mais ça n'a pas du tout d'intérêt dans le sens où c'est une manip qu'eux sont très habitués à faire et qui fait partie du service. Vous avez gelé, Daniel. On ne vous voit plus. Oui, c'est ça, s'ils le font, c'est mieux. Voilà. Appel téléphonique, ça coupe mon… J'ai raccroché là. Ah, d'accord, c'est pour ça. Voilà. On vous voyez plus. Excusez-moi. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que j'ai à faire… Est-ce que vous avez des références, du coup, je sais pas, d'hébergeurs à recommander, voilà, Moi, j'aime particulièrement O2Switch. O de suite. Comment vous écrivez ça? La lettre O. Oui. Le chiffre 2. Oui. Et Switch, SWITCH. D'accord. Ok. J'imagine qu'ils se valent un peu tous, mais bon, peut-être qu'il y a des différences. Non, pas du tout. Au contraire. C'est faut éviter d'aller vers les hébergeurs qui sont reconnus comme ayant un service bas de gamme. D'accord. Vous ne voulez pas les citer, par contre? Non, je n'ai pas vraiment le droit. Donc, mais après, ce n'est pas difficile. Quand vous trouvez un hébergeur, vous pouvez écrire le nom d'hébergeur sur Google et vous marquez avis client et vous arrivez à trouver un petit peu des infos. D'accord. OK. Merci. Dans le nom de domaine, après, il faudra choisir également les extensions. Donc, les extensions, c'est le .com, .fr que vous pouvez connaître. Donc là, il y a des extensions qui peuvent être liées à un pays. On connaît tous le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, le .uk pour le Royaume-Uni, CA pour le Canada. Ça, ce sont des noms de domaine qui sont reliés à un pays. Mais aujourd'hui, il y a tellement de sites qui ont été créés de partout, qu'il y a eu plein de nouvelles extensions qui ont été créées.
au-delà des extensions classiques que sont .com, .net ou .org. Et ça, c'est depuis 2008, par exemple. Vous avez des extensions génériques de 3 lettres et plus, telles que .pro ou .bar, qui sont proposées aussi à l'achat. Honnêtement, aujourd'hui, ça ne change plus rien du tout. D'avoir un .fr, forcément, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez avoir un .io ou un .net ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de distinction au niveau de Google à ce niveau-là. Et vis-à-vis de votre client, la plupart des gens, au début, ils peuvent être un peu surpris quand c'est une extension qui est moins connue, mais ça ne posera pas de souci après. Sur les conseils sur le nom de domaine. D'abord, choisissez un nom de domaine ou une combinaison facile à retenir. Évitez les caractères spéciaux, les sigles et, les plus, les moins, qui vont venir perturber l'écriture d'une URL. Faites en sorte également qu'il soit facile à écrire sur mobile. Rappelez-vous que sur le mobile, ce n'est pas évident de bien écrire le nom des sites, donc le plus simple ce soit, le mieux c'est. Moi, mon site internet, je ne l'ai pas appelé www.cyriltiar.com ou .fr. Je me suis dit, Cyril avec un S, il n'y en a qu'un seul, donc j'écris et j'appelle ça cyril.fr. C'est beaucoup plus simple que d'écrire Cyril Tiar, vous voyez. Faut essayer de ruser, de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le plus facile et le plus accessible possible. Pensez à choisir un nom de domaine dans votre langue, ou en tout cas dans la langue où c'est rédigé, parce que utiliser des termes dans une langue différente vous référencera dans ces pays-là. Et donc, il y aura une conséquence, c'est que ça va augmenter le taux de rebond. Je donne l'exemple tout bête d'un créateur qui avait créé sa marque qui s'appelait Nouveau-né. Et dans le nom de domaine, il a appelé ça nouveau-né-newborn. Et ben, la réalité, c'est qu'il avait 50% de sa clientèle qui arrivait sur le site qui venait des États-Unis. Or, quand les gens venaient des États-Unis et qu'ils arrivaient sur un site francophone de vente en ligne, ben, ils ressortaient directement. Donc, le site était pénalisé avec ce terme-là. Et quand je lui ai demandé pourquoi il nous avait fait ça, il m'avait dit « Oh, ben, ça faisait bien ». Ça n'a juste aucun sens. Est-ce que apostrophe, c'est facile, vous pensez, une apostrophe dans le nom? Ah non, non, c'est pas bon une apostrophe. Pas du tout. Il ne faut pas du tout d'apostrophe. Vous mettez un tiret du milieu pour si c'est un L apostrophe et avec autre chose, mais vous ne mettez surtout pas un apostrophe. Oui, oui, je m'en doutais un peu, mais bon, c'est jamais. Éventuellement, vous pouvez ajouter des mots-clés relatifs à votre activité lorsque cela a un sens. Mais surtout, il faut vous poser la question, ce mot-clé-là, ou le nom de mon entreprise, est-ce qu'il va ranker ailleurs que dans mon pays? Par exemple, la semaine dernière, j'avais un monsieur, il me disait, je ne suis pas encore fixé sur le nom de mon entreprise, mais peut-être que ça va être Myosotis ou quelque chose comme ça. Alors, je lui ai dit, premier niveau, Myosotis, bon, ça peut être joli, mais alors déjà, les gens, ils vont galérer à l'écrire. C'est-à-dire qu'ils vont se demander est-ce qu'il y a un Y, est-ce qu'il y a un I, etc. Bon, c'est moyen d'un point de vue facilité d'écriture. L'élément d'après, c'est d'aller vérifier. Je lui ai dit, allez-y, faites-le. Quand vous écrivez Myosotis sur Google, sur quoi vous tombez? Est-ce que vous tombez sur des sites francophones ou est-ce qu'il y a des sites qui rentrent dans d'autres pays? Parce que si on rentre que dans d'autres pays, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir un fort taux de rebond qui peut être pas adapté. Donc, attention à ça. Après, on peut avoir des dimensions internationales. Hein. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile après. On se rajoute des difficultés. Pensez à être assuré au niveau juridique avant l'enregistrement aussi. Hein. J'avais un ami qui avait trouvé que c'était top qu'il existe l'extension .io. Il s'était dit, je vais appeler mon entreprise Adage. Donc, je vais déposer ADAG, comme ça, les gens, ça fera adage.io, Adagio. Il a créé tout son site internet, il a mis 3 mois, il l'a déposé, il l'a mis en ligne, et il n'avait pas encore créé l'entreprise.
Et 2 semaines après, il a eu un courrier d'avocat qui lui a dit attention, l'appellation adage.io est déjà déposée, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, nous vous donnons 2 semaines pour changer ce nom-là. Et bim. Et donc, non seulement ça ne servait à rien de l'utiliser en nom d'entreprise, ni sur le web, pour le coup. Mais du coup, quand vous vérifiez le nom de l'entreprise, s'il est pris ou pas, bon, il faut vérifier aussi dans différents pays. Est-ce qu'il y a un fichier international ou Non, bien… en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez sur le site de l'INPI, vous allez avoir la Oui, possibilité de vérifier au niveau national et l'enregistrement de manière globale aussi au niveau international. d'accord. Il y a la vérification, c'est une chose, et il y a le dépôt de marque aussi qui en est une autre. Après, vous pourrez donc déposer et enregistrer votre marque, si vous le souhaitez, le nom, pour que vous soyez la seule à l'utiliser ou pour qu'il n'y ait pas de problème un jour de ce genre-là. Hmm. Donc, au niveau du nom, l'enregistrement du nom, il se pourrait que le même nom soit utilisé quelque part ailleurs. Oui, D'accord. Mais pas… Oui, du coup, et si je veux préserver ça, il me faut une marque. Mais bon, c'est j'en ça. suis pas là et… D'accord. Ensuite, bah, évidemment, il va falloir commencer à réfléchir sur des mots-clés. Alors, les mots-clés n'apparaîtront peut-être pas dans le nom de domaine, mais il va falloir les intégrer sur votre site web. Pour le e-commerce, c'est indispensable. Il y a une stratégie de mots-clés hautement qualifiée qu'il faut mettre en place. Ces mots-clés-là, que vous allez donc ensuite placer en balise avec des liens, vont pouvoir être vérifiés au niveau de la lecture par un outil Google qui s'appelle la Google Search Console. Ce travail-là que vous établirez sur la Google Search Console, c'est un travail considérable à faire. C'est important. Donc, à ce titre-là, je vous conseille, si vous souhaitez avoir des bases là-dedans, vous pouvez assister à la formation référencement. Hmm. Mais c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire sur la sémantique tout au long de la réalisation du site web, que ce soit en amont, avant la création, mais même après, de manière régulière. Autre information, cette fois-ci en lien avec l'arborescence et ce qu'on appelle le cocon sémantique. Le plus important va essayer de trouver les expressions clés à faible concurrence. Parce que plus vous aurez connaissance de ces expressions-là, et plus ce sera facile pour vous d'essayer de vous positionner dessus. À ce titre, il est important d'utiliser ce qu'on appelle le concept de la longue traîne. La longue traîne, c'est une rédaction des balises de manière à ce que Google identifie au mieux de quoi vous voulez parler. Exemple, si vous me mettez ici en balise uniquement plant de tomate, par exemple, et que, évidemment, c'est un mot-clé générique, vous allez avoir une très haute concurrence sur ce mot-clé-là et vous allez vous positionner très loin sur Google. En revanche, plus vous allez préciser votre mot-clé avec de l'information connectée à ce plant de tomate, et plus vous allez réussir à convertir parce qu'il y aura moins de personnes qui vont se positionner sur ces mots-clés-là. Exemple de mon plant de tomate, cette fois-ci, ça serait mieux d'écrire, par exemple, où trouver des plants de tomates à acheter à Toulouse, par exemple. Et là, en mettant tous ces mots-clés-là, eh bien, il y aura moins de concurrence. Il vaut donc mieux, si vous voulez, intégrer des balises avec de la longue traîne plutôt que trop de mots-clés génériques. Ça, c'est un petit focus qu'on établit beaucoup dans la formation référencement, mais il faut s'en souvenir parce que c'est ce qui permet justement d'avoir des pages qui rankent et non pas uniquement les mêmes mots-clés que tous les copains.
au moment où vous allez réaliser votre site Internet, il faut faire un recensement de tous les mots-clés, à la fois les mots-clés et les expressions clés, tout ce sur quoi vous voulez potentiellement ranker. Une fois que vous aurez établi ce travail, vous pourrez construire une arborescence optimisée, idéalement par silo. Le silo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque page doit traiter d'un sujet spécifique. Si vous vendez des pommes, des poires et des tomates, vous faites une page pour la pomme, une page pour la poire, une page pour la tomate, à moins de faire une soupe. Mais sinon, globalement, vous essayez de traiter par silo une page pour chaque élément. Une fois que vous avez un petit peu répertorié toutes vos expressions clés et vos mots-clés, vous êtes à même de pouvoir créer une arborescence. L'arborescence, c'est comment vous allez potentiellement proposer votre contenu à vos utilisateurs. Donc, il y a une page d'accueil et il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cocons sémantiques pour chaque page. Donc là, j'aime bien cet exemple. Ça vous donne l'exemple de cocon 1, pantalon, cocon 2, veste, cocon 3, pull. Et en dessous, à l'intérieur de ça, des sous-catégories ou des sous-pages ou des pages produits, pantalon homme, pantalon femme, pantalon enfant, puis veste pour femme, veste pour enfant, veste pour homme, puis pull pour femme, pull pour homme, pull pour enfant. Voyez l'idée? On va catégoriser au maximum. C'est ça, créer un cocon sémantique. Parce que pour chaque page, le champ sémantique et le champ lexical que vous allez utiliser va être différent. Si vous parlez du pantalon homme, on est d'accord que vous n'allez pas utiliser les mêmes expressions de recherche que les pulls pour enfants. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'un site en one page, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire juste un site en une seule page, comme je vous ai montré tout à l'heure la Brasserie Miracle, ça ne fait pas de sens, ça n'a pas d'intérêt pour le référencement naturel. On ne peut pas traiter de tout ce qu'on veut traiter sur une seule page d'un site web. Enfin si, on peut, mais ce n'est pas bon pour le référencement. Tout va bien encore? Alors, on va en passer à la partie 3, cette fois-ci. Les catégories et les fiches produits. Il est indispensable de bien réaliser, de bien réfléchir aux catégories de son site Internet, ainsi qu'aux fiches produits. Les catégories, en fait, il faut savoir qu'elles rankent bien dans Google. Pourquoi est-ce qu'elles rankent bien? Pour différentes raisons. Parce que d'abord, vous avez créé le silo et le cocon sémantique, donc Google aime ça. Et ensuite aussi parce que les catégories, elles sont ajoutées dans l'URL. Donc, ça ajoute, ça permet d'avoir une confirmation pour Google que ce dont vous traitez correspond bien à sa requête, à ce qu'il lit. Donc, les fiches produits que vous allez créer doivent respecter au maximum les bases du SEO, que ce soit un contenu qui répond à une demande de l'internaute, d'où le fait d'essayer de rechercher quelles sont les expressions de recherche qui sont écrites sur Google. Vous voyez l'intérêt qu'on avait tout à l'heure de parler d'Ubersuggest qui faisait le niveau des recherches et les volumes de recherche. Là, on va s'en servir après pour mieux réaliser, mieux écrire ces fiches produits. Les fiches produits doivent évidemment apporter des réponses à votre visiteur. Il faut réfléchir aussi à une fiche produit qui convertit. Avec ce qu'on appelle des appels à l'action. Donc, des appels à l'action, ce sont des boutons dans lesquels on essaye d'inciter le client à acheter le produit.
ou à lire la vidéo ou à se renseigner un petit peu plus sur le produit. On doit forcément sur les fiches produits y ajouter des avis clients pour générer du contenu et essayer de créer des relations entre les différentes fiches produits. Alors, une fiche produit qui respecte les bases du SEO, encore une fois, c'est un petit clin d'œil à la formation référencement, mais évidemment, on va essayer d'écrire avec des balises sémantiques, donc des titres, des métadescriptions, un nom d'image et de texte alternatif bien écrit. Une description unique et structurée à l'aide de sous-titres. Très important, ne faites aucun copier-coller dans votre site Internet. Intégrer et inclure des expressions stratégiques sur les pages. Les expressions doivent être liées aux mots-clés ainsi qu'avec des encres pertinents sur les liens. Vous vous souvenez ce dont on a vu tout à l'heure, l'histoire de l'ancrage, Daniel, dont vous me parliez, c'est ça, c'est que l'encre doit être précis et doit permettre à Google de savoir ce vers quoi vous dirigez votre utilisateur. Et techniquement également, avoir des pages qui soient optimisées au niveau du temps de chargement et aussi s'assurer que chaque fiche produit est bien accessible et indexable par les moteurs de recherche. Donc ça, c'est un aspect un peu technique. Si vous utilisez Dropeasy ou Shopify, il y a énormément de choses qui sont pré-paramétrées, qui permettent de un petit peu savoir ce qu'il faut correctement écrire ou pas. Pour WordPress WooCommerce, il y a des extensions, il y a beaucoup de tutos qu'il va falloir lire ou prendre les services d'un professionnel pour vous aider à techniquement bien écrire les fiches produits. Mais c'est nécessaire pour que ça rank correctement. Pensez que ce qu'il est important, c'est de répondre à une demande. Donc, il faut au maximum créer une fiche qui va vulgariser le contenu, contextualiser les informations techniques et essayer de trouver les intentions de recherche pour chaque expression. Là, il y a plusieurs stratégies. Une des stratégies, c'est de taper des mots-clés et d'observer les pages qui sont positionnées dans le top 10. L'autre stratégie, c'est d'utiliser Ubersuggest ou SEMrush. Vous pouvez également vous intéresser à vos clients via des sondages ou des questions et se poser les questions de qu'est-ce que je pourrais écrire de plus sur mes fiches produits. J'ai une cliente qui était rigolote. Elle me disait, à chaque fois qu'on me pose une question, soit sur les réseaux sociaux, soit en live, j'en fais un article où je l'ajoute à un élément sur mon site. Évidemment. Après, on a l'impression de se répéter un peu, parce qu'au final, on va répondre à des questions des fois qu'on a déjà traitées, mais il faut se dire que nos clients ne lisent pas forcément tout ou ne suivent pas tout notre contenu. Les FAQ, c'est quelque chose qui marche bien, Cyril, du coup? Complètement. Très, très, très important, les FAQ. Ok. Des fois, il y a des sites, ce sont les FAQ qui rankent le mieux par rapport au reste du site. Donc, mais moi, plutôt que de mettre une FAQ complète et globale sur une seule page, je mettrais plutôt, alors je traiterais toutes les questions et je mettrais plutôt une page avec les questions et la réponse sur chaque fiche produit. Comme ça, on est sûr que chaque élément de réponse qui peut ranker dans Google est traité dans une fiche produit. Tu vois ?
Mais du coup, tu mettrais que la réponse dans la fiche produit, pas la question. Tu mettrais juste les éléments. Alors, dans la fiche produit, je mettrais la question et la réponse. Mais après, dans la fiche FAQ, je mettrais toutes les questions quand même sur la fiche FAQ et un lien vers chaque fiche produit après. D'accord, ok. Comme ça, tu t'assures de traiter les réponses et d'engager ton utilisateur pour aller vers ce vers quoi tu veux l'amener, quoi. D'accord. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas la fiche FAQ, c'est pas la feuille FAQ que tu veux qui rank, c'est la fiche produit. Donc il faut quand même que ce soit visible sur ta fiche produit. Mais la répétition sur ton propre site, est-ce que c'est grave ça? Si par exemple, cette FAQ, j'ai une question, par exemple, on va prendre mes gourdes là. Est-ce que vos gourdes sont thermos? Donc moi je réponds oui parce que tel élément sont utilisés, tel élément sont utilisés. Cette réponse-là, je la mets aussi du coup sur ma fiche produit et disons que j'en fais en plus un article. Est-ce que c'est bien ou pas de faire comme ça? Alors, si c'est une question qui fait 5 mots ou 6 mots, ça va. C'est le duplicate content, il n'est pas bon si on fait un paragraphe, tu vois, ou si on fait des trucs comme ça. Mais si c'est une phrase, c'est correct. D'accord. Alors, très important, pensez à balise titre et pensez que dans la balise titre, donc l'élément qui va être visible par Google, il faut essayer de séduire le prospect avant même qu'il n'ait cliqué. Donc là, je vous en ai mis 3 exemples. Vélo électrique, plus 250 modèles, 100% personnalisable. Vélo électrique, large choix de VAE pour tous les budgets. Vélo électrique France, des experts pour vous conseiller. L'idée, c'est de vraiment réfléchir pour chacune les balises titres que vous pensez qui soient les plus adaptées et qui donnent le plus envie aux gens de cliquer. Alors là, en l'occurrence, là-haut, je ne trouve pas que ce soit adapté. Moi, j'aime bien ici, mais la réalité, c'est que là, ils ont rajouté des puces dans la métadescription qui, à mon avis, donnent l'envie de cliquer. Tout comme ici, on a l'élément des étoiles qui aide. Mais moi, je préfère celle-là en balise titre. Ceci dit, c'est pas mal quand même, 100% personnalisable, c'est des plus produits. C'est juste qu'au final, je trouve que c'est moins orienté client. Moi, personnellement, je rechercherais plutôt des experts. Mais il y a des personnes qui recherchent plutôt la diversité de modèles, etc. Vous voyez, l'idée, c'est ne pas se borner juste à vélo électrique, en tout cas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balise titre, hein, le titre en bleu. Ce n'est pas forcément votre titre de page. Si vous ne faites rien, ce sera votre titre de page, mais vous avez le choix de choisir vous-même la balise titre que vous souhaitez faire apparaître. Très important, pensez qu'il n'y a pas que le texte dans la vie. Vous voyez, ici, c'était une vidéo. Enfin, il y en avait plusieurs, en fait. Et sur ce site-là, quand on arrive sur la fiche produit, on voit la vidéo. Bon, je ne vais peut-être pas vous montrer une vidéo de maillot de bain, mais je vais vous montrer les autres éléments qu'ils ont. Le site d'Ossibum, en l'occurrence, c'est un site qui fait des sous-vêtements et des maillots de bain. Et je trouve qu'au niveau de leur proposition de, on va dire, produits, ils ont vraiment une longueur d'avance sur beaucoup d'autres sites marchands. Vous voyez, déjà, on a des éléments qui tournent. Et là, ce sont des vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce n'était pas juste des photos. On va essayer de trouver… Voilà, là, on a encore une vidéo qui est ici. Tiens, on va aller là-dessus. Ça évitera de vous montrer des maillots de bain. Donc, la fiche produit. La voilà. On n'a pas juste une image.
Mais est-ce que ça peut pas être à double tranchant de mettre une vidéo si, si elle est mal compressée ou ce genre de choses? Je veux dire, si elle ralentit ton site, c'est quoi le mieux pour Google? Comment il arrive comment dire, à juger ce qui est mieux entre… Parce que du coup, ça te ralentit ton site d'avoir une vidéo. Bah, ça dépend où elle est hébergée. Ouais. Après, on peut y mettre un lien YouTube et dans ces cas-là, le lien YouTube ne part qu'une fois qu'il est chargé, hein. Mais ça reste une vidéo au moins. C'est pas juste une image. Parce que honnêtement, les sites avec des images, c'est rendu vieillot maintenant, hein. Vous voyez, faut vous dire, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent du mouvement. On ne se fait pas une idée avec juste une image, là. Après, ça, à mon avis, c'est pas très lourd, hein. C'est un 5 secondes, donc ça ne doit pas être archi lourd non plus, hein. Et puis, alors, en plus des produits, eux, ils mettent souvent des vidéos aussi avec. Alors, attendez, je vais essayer de trouver. Mais… Ah, mais non, on n'a plus. En général, il y avait aussi des vidéos qui étaient rajoutées. Ouais, mais là, on est dans la globalisation des vêtements. Par exemple, si je vais dans les soldes. C'est sûr que c'est plus lourd, mais toi qui as un site sur Shopify, je ne suis pas très inquiet sur la vitesse, hein. Ouais. Bah après, le problème avec Shopify, c'est que tu peux voir le score de vitesse. C'est hyper dur de le faire augmenter sur Shopify, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut en termes de vitesse réellement. Il faudrait que je fasse une audit là-dessus d'ailleurs. Ah ouais, parce que moi, je n'ai jamais vu des grosses pénalités sur Shopify, mais… Ouais, normalement, ça va, mais je sais pas. Si c'est un score sur 100, pareil, je dois être à 30, entre 30 et 40, quoi, ça dépend. Ouais, mais parce que tu as plusieurs forfaits et que tu as des forfaits qui doivent être boostés, non? Je pense que c'est ça, ouais. Parce que je suis passé par un gars sur Fiverr pour qu'il m'améliore la vitesse et ça n'a pas donné grand-chose, quoi. Ça n'a pas donné grand-chose? Il a mis quelques apps, il a réduit des images, quoi, mais ça, franchement, on a gagné 3 points, quoi. Et un petit fond musical, du coup, par exemple, c'est vieillot, ça? Non, 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 ça peut être une bonne idée aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve pas mal sur certains. On ne le trouve, enfin, moi, je ne le vois plus tellement. Il me semble que dans le passé, ça existait plus. Ou alors, c'est peut-être moi c'est mon expérience, peut-être. Mais justement, j'aurais peur que ça ne ralentisse. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, parce que je vois pas trop ce que je pourrais mettre comme vidéo, honnêtement, pour les cours que je donne, en tout cas à l'heure actuelle. À moins montrer quelques jeux, mais voilà. Mais peut-être un fond musical, j'aurais eu peur que ça ne ralentisse trop. Voilà. Ouais. Pourquoi pas? Il faut essayer, il faut voir. Bon, très important, sur chaque fiche produit, pensez aux appels à l'action. Les boutons qui se placent sur la fiche produit doivent permettre d'engager l'utilisateur à rajouter dans le panier. Donc, il faut porter une attention particulière sur la position de ce bouton-là, sur la couleur, sur la forme et sur le texte. À ce niveau-là, il y a des outils Google qui existent tels que Google Tag Manager et Google Optimize. C'est le principe des tests AB. En fait, on va pouvoir avoir deux paramétrages de pages et Google va vous dire laquelle est la plus efficace. Ah, d'accord. Très important, toujours penser aux avis clients pour générer du contenu. Donc là, il faut vraiment réfléchir en termes de parcours client qui inclut la sollicitation d'avis en échange peut-être parfois de petits cadeaux. Utilisez aussi ces avis pour les mettre en avant sur la page de résultats en les affichant directement grâce au balisage schema.org. Alors ça va et ça vient. Là. Pendant un moment, Google avait arrêté de l'indexer, mais là, c'est réapparu. Ça s'appelle des rich snippets, donc du contenu bonifié, et ça permet de rassurer dès
le moteur de recherche Google que vous avez un produit ou une note globale qui est pertinente. Ça nécessite forcément d'avoir des avis, hein. Pensez également aux relations entre les fiches produits. Il est important d'organiser une structuration des pages et que ces pages aient été réfléchies en amont. Parce que ça va créer ce qu'on appelle le maillage interne. Et plus votre maillage va être travaillé, plus elle offrira une navigation pertinente entre les différentes fiches. Pratiquez également des techniques de cross-selling, donc la proposition de produits complémentaires, ou de l'upselling, qui est la proposition d'un produit de la gamme supérieure. Évidemment, le maillage interne doit aussi faire le lien avec le contenu. C'est-à-dire, et ça on le verra quand on va parler de la partie blog, c'est-à-dire qu'en fait, la partie blog vous aidera à mieux vendre votre contenu du reste du site. Alors, quelques petits conseils sur les fiches produits maintenant au niveau du référencement naturel. Là, ce sont des éléments graphiques qui ont été fournis par SEMrush. Donc, utiliser des balises sémantiques bien remplies, rédiger une description unique et structurée, techniquement optimiser votre page. N'hésitez pas à vulgariser au maximum les informations techniques. Plus ce sera technique, plus vous aurez de chances quand même de perdre votre client. Donc, c'est important de vulgariser, de contextualiser. Pensez au contexte d'utilisation de vos produits. N'hésitez pas à les mettre en scène dans les utilisations que les personnes peuvent en faire. Étudiez les mots-clés pour comprendre l'intention de l'internaute. Écoutez au maximum pour cela votre clientèle cible. Et pour convertir, pensez, comme je l'ai dit, à tester et retester les boutons d'action, voir comment ils sont positionnés. Est-ce que les gens les voient bien? Est-ce que c'est l'endroit idéal? Pensez à y rajouter les avis clients. Alors, les avis clients, pas que sur la page d'accueil, hein, sur les pages produits aussi. Hein. Sur chaque page produit. Il faut réassurer le client. En gros, il faut qu'ils se disent « Ah, vraiment, ce produit m'intéresse. Il me paraît indispensable. » Pensez à soigner la relation entre vos fiches. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, créer des silos thématiques pour classer vos fiches. Utilisez des guides également ou des pages de contenu pour les lier. Créer un maillage interne important, donc ce qu'on appelle le netlinking, là, ça permet de booster les fiches les unes avec les autres. Et n'oubliez pas le marketing, puisque en transférant les URL de chacune de vos pages produits, vous permettez à Google d'identifier chacune des pages. Ne partagez pas que la page d'accueil. Une question là. Qu'est-ce que vous entendez par utiliser des guides ou des pages de contenu? Bon, pages de contenu, oui, mais les guides,
Qu'est-ce que vous entendez par… Eh bien, ce serait par exemple, à partir du moment où vous avez beaucoup de produits, rien ne vous empêche de faire un article et que cet article reprenne un petit peu comme une table des matières de tous vos produits. D'accord. Vous voyez? Comme ça, après, vous faites la promotion de cette page-là et vous dites, il y a des liens qui réexpliquent un petit peu tous les aspects pour vulgariser et pour faciliter la compréhension. Mhm. Par rapport aux fiches produits, les principaux freins aux achats sur site, les délais de livraison déjà. Que ce soit les délais ou les frais de livraison, c'est sûr que c'est un gros frein pour la plupart des gens. Ils peuvent se faire machine arrière à ce moment-là. Le retour également, des conditions de retour mal indiquées ou floues, évidemment, ça ne donne pas envie aux gens d'aller de l'avant. Il y a aussi évidemment une importance de se créer un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Donc, est-ce qu'on veut garder les mêmes politiques de retour que les aspects légaux le précisent par rapport à votre activité, ou est-ce qu'on veut étendre par exemple la politique de retour? Ça peut être une bonne option. Évidemment, le prix peut être aussi un frein sur l'achat, sur les achats qu'on fait sur site. Et pensez que tous les atouts, tous les avantages que vous proposez sur votre site web doivent être bien visibles. Ça ne doit pas être juste mis en tout petit dans les conditions générales de vente. Alors, autre élément à ne pas oublier, rajouter beaucoup de contenu sur chaque page produit, ce qu'on appelle du contenu enrichi. Pensez à vérifier le poids et le nom des images, la vitesse de chargement du site, bien évidemment, la qualité du maillage interne, la navigation sur mobile. Il faut au maximum imaginer que l'utilisateur sur version mobile, il trouve facilement les réponses à ces questions. Et plus sa navigation va être fluide, plus on tendra vers ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, UX en anglais. Pensez que votre site doit être sécuritaire. On va au maximum travailler ces aspects sécurité. Et également, la sécurité des transactions, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Important pour bien monter, pour mieux être référencé, et ça, on l'exprime beaucoup dans la formation référencement. Il faut des backlinks efficaces, donc en lien avec votre thématique et qui soient bien, qui vous permettent de monter. L'e-commerce nécessite une stratégie de backlink afin de vraiment bien ranker et ça doit devenir votre priorité. Tant que vous n'aurez pas des backlinks importants, vous ne monterez pas dans les réponses de données Google. Donc, il vous faut une stratégie de mise en place d'acquisition de backlinks. Plus vous allez en acquérir et plus vous allez mieux vous positionner dans le référencement naturel. Voilà, voilà. Donc, pour la suite, je vous ai dit, donc c'est dans une semaine. Enfin, je l'ai dit rapidement quand on a débuté la formation. Donc, à 14 h le 16, on fera la deuxième partie de cette formation-là. D'ici là, si vous avez des questions, vous les notez. Et puis, on les traite. On reviendra un petit peu sur tout ce qu'on a vu et on les traitera la semaine prochaine, le jeudi, dans une semaine. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Je vous en prie. Bon courage. Merci. Merci. Et à la semaine prochaine. Oui. Oui, à la semaine prochaine. Bonne journée. Ciao. Au revoir. Au revoir.